Au programme aujourd'hui, notre grand débat est autour de la politique économique de Donald Trump qui a annoncé de fortes taxes sur les importations provenant de la Chine ainsi qu'en provenance d'autres pays qui sont considérés comme des pays alliés. Jusqu'où ira-t-il et quelles seront les conséquences de tout ça? Pour en parler, j'accueille M. Ding Yifan, économiste et chercheur au Centre de recherche du Conseil des affaires d'État sur le développement. Merci d'être parmi nous et bonjour. Bonjour. Et Monsieur Ding, est-ce qu'on est officiellement dans le cadre d'une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis? Pas encore, mais c'est immédiat, parce que normalement, le gouvernement Trump va commencer à relever le tarif à partir du 6 ou 7 juillet. Donc c'est immédiat. Les déclarations sont déjà faites, mais... Les déclarations faites, mais les tarifs ne sont pas encore élevés. Les tarifs seront augmentés à partir de dans 2 jours, dans quelques jours. Donc, oui. selon vous, la guerre sera commencée dans quelques jours, parce que les tarifs... Je ne sais pas, parce que il est possible que Donald Trump arrive au dernier moment et relancer un autre tour de négociation. Mais c'est son signe. Vous avez raison, parce qu'on est toujours surpris de ce qu'il fait Donald Trump. Et il a expliqué, par contre, sur cette guerre commerciale, Donald Trump a expliqué qu'il n'a rien à perdre. Dans un tweet, il a déclaré: la guerre avec les Chinois est déjà perdue. Quand vous êtes dans le rouge de 500 milliards, vous n'avez rien à perdre. C'est vrai que les Chinois vendent énormément aux États-Unis, mais en revanche, les Chinois en achètent 4 fois moins. Donc, selon le président américain, la Chine est responsable du déficit américain. Vrai ou faux, selon vous? En fait, bien sûr, son argument ne tient pas debout. Parce que, d'une part, les statistiques ne reflètent pas complètement la réalité. Parce que dans l'exportation chinoise vers les États-Unis, il y en a beaucoup qui sont fabriqués en fait par des entreprises américaines ou des entreprises d'autres pays installées en Chine. Nous avons fait une étude, nous avons remarqué que parmi les 10 premiers exportateurs au marché américain, il n'y en a aucune entreprise n'est vraiment investie par le capital chinois. Ou c'est des entreprises de l'investissement de Taïwan, de Singapour, même des États-Unis. Prenons par exemple iPhone, un produit de Apple, est complètement produit en Chine, mais maintenant, oui, une partie est produite en Inde, mais exporté vers le marché américain. C'est la plus grande marque au marché américain, mais aux États-Unis, il n'y a pas de production de ces appareils. Donc tout est produit en Chine, réexporté vers les États-Unis, sont comptés comme l'exportation chinoise, fait partie de l'excédent commercial de Chine. Donc premièrement. Deuxièmement, parce que l'importation de Chine par les entreprises américaines sont souvent sous-estimées. Parce que ces importations se sont faites comme le commerce interentreprises, c'est-à-dire entre les entreprises elles-mêmes. Donc, ils ne sont pas reflétés dans le commerce international. De ce point de vue, donc, mais en plus, il faudrait tenir compte que finalement, s'il n'y avait que le déficit de la Chine, vous pouvez accuser la Chine d'avoir malmené les États-Unis, etc. Tandis que les États-Unis, ils ont du déficit commercial vis-à-vis de tout le monde. Donc c'est difficile de qualifier et seulement de pointer le doigt sur la Chine. Ils peuvent peut-être aussi s'interroger sur leur structure économique elle-même. Et aussi, on dit que pour les consommateurs chinois, les produits américains, les produits importés des États-Unis sont moins compétitifs maintenant. Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe au marché chinois? En fait, la Chine et les États-Unis sont dans une même chaîne de production globalisée. Donc c'est difficile de distinguer tout simplement les produits américains ou des produits chinois. Parce que beaucoup de commerce international, le commerce bilatéral entre la Chine et les États-Unis, sont le commerce des produits intermédiaires. Et donc si, par exemple, le gouvernement Trump veut interrompre ce processus, ce lien commercial entre la Chine et les États-Unis,
cela va affecter non seulement l'économie chinoise, mais beaucoup plus l'économie américaine, parce que toute la production industrielle ou la chaîne de la production seront interrompues. Donc pour vous, dans cette guerre, la Chine a plus de confiance que la part des États-Unis. En fait, je pense que oui, parce que du point de vue de la structure industrielle, en fait, la Chine dispose d'une structure industrielle plus complète. La Chine importe bien sûr beaucoup de produits semi-conducteurs, par exemple des puces, etc., pour en fabriquer des équipements électroménagers, des équipements électroniques, etc., pour réexporter vers le marché international. Donc c'est difficile de dire quelle partie est plus efficace ou quelle partie est plus profitable. On est liés les deux parties. Oui. Et de toute façon, ce n'est pas en fermant la frontière qu'on gagne en compétitivité. Non, voilà. Il a déjà eu un précédent en 2002 lorsque George Bush avait surtaxé l'acier chinois et ça s'est mal terminé pour l'industrie automobile américaine. Mais au final, il a fait marche arrière et a supprimé les taxes. Et selon vous, quelle sera l'issue de cette bataille engagée par Donald Trump? Est-ce qu'on est dans le même contexte aujourd'hui? Oui, le contexte de la mondialisation est similaire, mais seulement Donald Trump est plus têtu que George Bush, quoique à l'époque, on croyait que George Bush aussi très têtu. Mais cette fois-ci, je pense que Donald Trump est vraiment plus têtu, plus entêté que George Bush, parce que par son parcours. Il a été élu président des États-Unis complètement dans un contexte un peu particulier. Il n'a jamais été un homme politique et donc il croit qu'il peut réussir dans tous les domaines. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre sa stratégie. Au début, il va frontalement avec la Chine et puis on recule, on a l'impression qu'il a envie de négocier, mais au final, il retourne dans la totale confrontation avec la Chine. Et qu'est-ce qu'on peut lire de la stratégie de Trump vis-à-vis de la Chine? On n'arrive pas parce que ce n'est pas un homme politique habituel, parce qu'un homme politique habituel a aussi des règles à respecter dans la politique, tandis que Donald Trump, il est un outsider, il n'était pas un familier aux politiques. Donc il fait un peu n'importe comment. Donc non seulement les dirigeants chinois ont du mal à le comprendre, mais aussi ses alliés. Et au dernier sommet de G7, eh bien, il a été plus ou moins isolé par les 6 autres dirigeants. Donc c'est difficile à comprendre, on ne sait pas. De toute façon, la manière dont il mène cette guerre commerciale entre guillemets risquerait de ruiner l'économie américaine. Parce que si vous regardez, lorsqu'il impose une surtaxe sur les importations des produits d'acier, d'aluminium, etc., du coup, les fabricants américains ont protesté. Et beaucoup de ces fabricants américains pensent faire déplacer leur chaîne de production dans d'autres pays. Parce que ces entreprises américaines comptent sur ces importations pour réaliser leurs produits industriels. Si l'importation augmente beaucoup, ça augmente beaucoup le coût de revient de ces entreprises qui ne peuvent plus supporter cela, qui seraient devenues complètement incompétitives sur le marché international. Donc ils pensent déplacer, quitter les États-Unis. Donc je pense que la mesure, cette fois-ci, de sanctions commerciales unilatérales prise par le président Trump sera contre-productive pour l'économie américaine. Ça va se terminer comme l'époque de George Bush. L'acier devient cher et ça va infecter leur industrie automobile. Oui, c'est ça. Ça va créer du chômage, etc. Et depuis son entrée en fonction en tant que président des États-Unis, Donald Trump veut prouver à son électorat qu'il va respecter toutes les promesses qu'il a faites pendant sa campagne. Et pensez-vous que des négociations soient possibles avec une attitude pareille? De toute façon, il ne refuse pas la négociation. Il veut exercer une pression sur son partenaire de négociation.
Il fait ça toujours. Paraît-il, c'est son habitude commerciale. C'est un homme d'affaires, dans les affaires. Oui, mais c'était un homme d'affaires, donc il avait l'habitude d'exercer ce genre de stratégie vis-à-vis de son négociateur. Et il peut faire ça aussi. Maintenant qu'il est président des États-Unis, il pense qu'il pourrait encore négocier comme ça avec les dirigeants d'autres pays. Donc, on ne peut pas exclure toute possibilité de négociation, mais on risque d'aller vers la tête au mur cette fois-ci. Et les États-Unis ont récemment accusé la Chine de n'avoir pas effectué les réformes qu'elle avait promis d'entreprendre au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Et la Chine a-t-elle rempli ses engagements liés à l'adhésion de l'OMC? Bien sûr, c'est un mensonge d'accuser la Chine de ne pas respecter ses règles ou ses promesses à l'entrée de l'OMC. En fait, depuis quelques années, la Chine a entré à l'OMC en tant qu'un pays de développement. Donc, elle a des obligations, il y a une période de transition, etc. Mais si on prend la totalité des promesses chinoises, la Chine a toujours devancé son temps. C'est-à-dire que chaque fois la Chine tient une promesse, elle non seulement réalise cette promesse, elle réalise la promesse un peu en avance. Si bien que l'ancien directeur de l'OMC, Pascal Lamy, avait dit que le comportement de la Chine dans l'OMC est parfait et la Chine peut être notée A+. Donc c'est une excellente note de la part d'un ancien directeur de l'OMC. Par contre, Pascal Lamy a dit des choses qui vont certainement déplaire au président Trump. Parce que Pascal Lamy avait dit que, vu le comportement des États-Unis à l'OMC, les États-Unis n'étaient pas un très bon élève. Parce que, en fait, en ne citant que le nombre de procès portés contre les États-Unis et la Chine, le procès porté contre les États-Unis est le double de celui Donc c'est porté... plutôt la Chine doit porter plainte devant l'OMC contre les États-Unis. Et pour répondre à ça, le Bureau d'information du Conseil des affaires d'État de Chine a publié un livre blanc sur la Chine et l'Organisation mondiale du commerce. Le document est un résumé des réalisations, contributions et d'engagements de la Chine vis-à-vis de l'OMC. Le livre blanc de la Chine et l'Organisation commerciale du commerce est divisé en 4 parties. Chacune d'elles est consacrée à un aspect important des 17 ans de contribution de la Chine à l'OMC. La Chine est entrée à l'OMC en 2001. Depuis, le pays n'a cessé de se réformer pour développer une économie socialiste de marché et améliorer rigoureusement son système légal. En 2010, la Chine a diminué le niveau moyen des droits de douane de 15,3% en 2001 à moins de 10%. Beijing a également honoré ses engagements en termes de commerce de services en ouvrant ses marchés et en réduisant drastiquement les restrictions sur les investissements. Le gouvernement chinois a également renforcé la protection des droits de propriété intellectuelle. Il a établi 3 tribunaux de DPI à Beijing, Shanghai et Guangzhou, ainsi que des organes judiciaires spéciaux dans 15 tribunaux intermédiaires. La Chine est un fervent partisan du système de commerce multilatéral et a pris des actions concrètes pour préserver son intégrité. Elle a protégé le déroulement effectif du mécanisme de règlement des litiges et géré parfaitement les contentieux commerciaux avec les autres membres. Elle a participé activement à des examens de politique commerciale. La Chine a appelé l'OMC à se concentrer davantage sur les préoccupations des pays membres en voie de développement. Elle se dresse fermement contre l'unilatéralisme et le protectionnisme. La Chine s'est présentée au monde les bras ouverts et a apporté des contributions significatives à l'économie mondiale depuis qu'elle a rejoint l'OMC. Depuis 2002, la contribution moyenne de la Chine à la croissance de l'économie mondiale s'est approchée de 30%. Son commerce international a bénéficié à 120 pays. L'initiative Ceinture et Route est la dernière action de la Chine pour partager avec le monde son développement économique. Cette année, la Chine tiendra son premier salon international de l'importation afin d'acheter davantage de produits en provenance du monde et de dynamiser la consommation. Ce salon élargira davantage l'accès au marché domestique chinois en pleine croissance. La Chine a pris plusieurs mesures les mois derniers pour ouvrir davantage son économie.
Elle a établi le guichet unique du commerce international de Chine afin de faciliter le commerce à moindre coût. Elle va supprimer les plafonds de capitaux étrangers dans les secteurs de la construction navale et de l'automobile et autoriser un actionnariat étranger majoritaire dans un large panel de secteurs financiers. Les législateurs chinois ont supprimé plus de 40% du circuit administratif d'approbation pour les entreprises étrangères investissant en Chine. La conclusion du livre blanc fait état de la volonté de la Chine de travailler main dans la main avec ses partenaires commerciaux pour une mondialisation plus ouverte et inclusive. Dans cette guerre commerciale, on est dans les répliques l'un après l'autre, on est dans la surenchère en permanence. Donc, pour conclure, à ce jeu, qui perd et qui gagne finalement? En fait, il n'y aura pas de gagnant dans une guerre commerciale, tout le monde est perdant. Le problème est de savoir qui peut endurer plus les peines des difficultés. Qui peut plus amortir le choc. C'est ça. Je pense que de ce point de vue, je pense que l'économie chinoise est plus résiliente parce que d'abord le marché chinois aujourd'hui est plus grand que celui des États-Unis. Et la production ou la chaîne de production globale en Chine, elle est plus complète. On a un coussin de sécurité plus solide. Merci pour vos éclaircissements. Merci Monsieur Ding Fan.